ne sont peuplées en fait que de dirigeants et représentants des 10 marchés, secteurs et professions. Elles sont indépendantes du politique, mais elles sont complètement dépendantes de leur clientèle. L'autorité de régulation des télécoms en France est composée des principaux acteurs de télécommunications. Donc ce sont les secteurs économiques qui se régulent eux-mêmes à travers ces autorités dites régulatrices qui reçoivent le sceau de l'état de droit et de l'État. Ce modèle va donc bien au-delà de la traditionnelle collusion du régulateur et du régulé qui avait été étudiée dès les années 55 par l'américain Henry Herman, le spécialiste des lobbies. L'État régulateur, c'est aussi une théorie qui vient légitimer la promotion constante de l'autorégulation des secteurs par eux-mêmes. Ça, c'est quasiment de la philopo, hein. C'est très concret, vous voyez, c'est un moment où ça articule une observation de sociologie de l'action publique et une observation quasiment de philosophie politique. Hein. C'est l'autopoiesis de Luhmann, hein, allemand. C'est les sous-systèmes sociaux ou la société différenciée au sens de Weber qui s'autorégulent eux-mêmes. Et l'État qui, au lieu d'être le régulateur externe, exogène, qui vient réguler d'en haut, top-down, dit non, non, c'est très bien, régulez-vous vous-même, oui, oui, c'est parfait, moi je donne la bénédiction et je crée des comités dans lesquels vous allez vous autoréguler vous-même. Et puis moi surtout, je ne donne plus d'argent pour ça. Donc, hein, voyez bien le deal qui est derrière. C'est le deal de l'abandon d'une vision possible du bien commun, intégrée, intersectorielle, etc. Et cette tendance, elle a du succès parce qu'elle est en symbiose avec la grande transformation des secteurs d'action publique, avec leur centration sur des logiques de plus en plus endogènes, d'où la difficulté à promouvoir une perspective désectorisée, une perspective en surplomb, une perspective globale ou transversale, dont on pourrait attendre que ce soit l'État, justement, qui la mette en place. Alors, quant à l'État stratège, l'État stratège, ce n'est pas un modèle bien constitué. Il n'a pas fait l'objet d'une construction théorique bien élaborée comme l'État régulateur. Mais disons que c'est une notion qui a été lancée et qui joue sur un cercle connotatif positivé. Vous voyez, le stratège, c'est forcément bon. Le stratège, c'est quelqu'un qui voit loin. Le stratège, c'est pas... Alors, le succès de cette notion dans les hautes sphères de la France contemporaine peut se lire comme la tentative de sauver ce qui peut encore l'être de l'ambition d'un volontarisme gouvernemental. Car qui dit gouvernement dit hiérarchie, et il y a dans la thèse de l'État stratège le maintien d'une part de la traditionnelle dimension command and control de l'action publique. Alors que l'État régulateur porte à une sorte de fin du politique dans le sens que je vous ai expliqué, l'image de l'État stratège sauve en quelque sorte le politique. C'est ce qu'il reste de volonté politique possible à l'ère de la postmodernité des marchés et des dérégulations. Voilà. L'État stratège, c'est ce que la génération actuelle de dirigeants français, plus que la génération précédente des grands commis de l'État tutélaire de général de Gaulle, cherche à préserver de l'héritage tutélaire de ses pairs. Et le mot d'ordre « oui à l'économie de marché, non à la société de marché » de Lionel Jospin, lui-même ancien fonctionnaire, résume bien cette ambition qui se veut réaliste. Donc en gros, va pour un pays ouvert, va pour une France ouverte, une France que je dirais pour s'appliquer d'autres pays, va pour un pays ouvert à l'économie de marché, libéralisé, mondialisé, conforme au dogme du référentiel néolibéral dominant à peu près, mais à condition que cette économie reste tout de même insérée dans et équilibrée par une société gouvernée, que les gouvernants politico-administratifs ne renoncent pas à orienter cette société de multiples manières, et pas seulement par des règles qui feraient des stabilisateurs et pilotage automatique, mais des gouvernants qui auraient quand même encore l'ambition d'orienter leur société vers ce qu'ils estiment être l'avenir souhaitable dans l'intérêt général ou le bien commun. Et cet avenir est l'objet d'un travail proprement politique de réflexion préalable, distinct d'un calcul économique d'utilité, puis de la fixation de buts collectifs et de la mobilisation de moyens ajustés à la réalisation de ces buts. Donc dans ce schéma, le politique conserve quand même un peu de son rôle traditionnel de vouloir au nom du collectif, de vouloir au nom de la nation. Le gouverner, c'est choisir de Pierre Mendès France garde un peu de sa signification. Et les membres des élites administratives, en plus, peuvent continuer à se penser comme des gouvernants et se remémorer la belle formule du président du Conseil, Léon Blum, le politique et l'administratif se confondent partout, puisque gouverner, c'est en dernière analyse administrer dans le sens d'une politique. Et donc ce modèle de l'État stratège, il n'est pas hasardeux qu'il ait été développé en France, c'est-à-dire un pays où nous avons la tradition d'une élite administrative de très haut rang et qui croit à sa propre importance, c'est le moins que l'on puisse dire.
Alors, ceci une fois précisé, cette opposition in abstracto des deux figures de l'État, stratège et régulateur, ne résiste pas à l'observation sociologique des pratiques des acteurs, ce sera ma partie suivante. Des logiques d'action concrètes semblables. À les observer empiriquement, l'État régulateur et l'État stratège se présentent comme les deux faces de Janus, une sorte de main gauche et de main droite de l'État, pour paraphraser l'image du sociologue Pierre Bourdieu. Il disait l'État a une main droite qui ignore ce que fait sa main gauche. Bon. Alors tout d'abord, il s'agit dans les deux cas d'en finir avec le big government, comme disent les Américains. Il s'agit de débureaucratiser l'État, de débureaucratiser les institutions publiques. Ah, beau programme. Alors, la croyance que les administrations publiques seraient pléthoriques s'est imposée comme un lieu commun au cours des 3 dernières décennies à peu près partout dans le monde. Le discours selon lequel l'État serait un monstre bureaucratique inefficace qui absorbe une part telle de la richesse nationale qui obère le développement possible de la société est tenu pour vrai par une majorité de citoyens de nos pays, ou du moins de sondés. Tous les sondages disent la même chose, contraignant même ceux qui pensent cette chose erronée à l'intégrer dans leurs arguments pour faire du judo intellectuel avec, de l'IQ. Et c'est sur cet arrière-plan qu'il faut replacer les thèmes de l'État régulateur et de l'État stratège. L'orientation qu'ils servent à légitimer est quand même la même. Tourner le dos au big government pour aller vers un slimmer state, un État aminci, amaigri, concentré sur ses core missions, concentré sur ses missions fondamentales. Et le lexique anglophone, depuis Margaret Thatcher jusqu'à Tony Blair, recourt en fait aux mêmes chaînes logiques que le rapport PIC. Il s'agit de faire un État allégé de ses fonctions de gestion, recentré sur ses missions fondamentales, à la fois le régalien et le pilotage stratégique. Donc si vous voulez, les mots diffèrent, mais la logique est semblable. Les mots diffèrent, mais la logique est semblable. Que ce soit pour réduire l'État à un régulateur de style stabilisateur automatique, ou pour restaurer sa capacité de réflexion prospective et de pilotage stratégique, il s'agit de l'alléger. Alors, sur le plan qualitatif et quantitatif. Alléger sur le plan qualitatif, c'est la débureaucratisation de l'État central. Donc, dans les patries anglo-saxonnes du New Public Management, le Royaume-Uni en tête, cette logique s'est traduite par l'agencification, c'est-à-dire le transfert de la gestion des programmes publics à des agences exécutives autonomes dont les salariés ne sont plus des fonctionnaires titulaires contractuels, et les budgets partiellement autofinancés par une facturation aux clients. Ceci a permis, de recentrer les core ministries sur la conception et la production des politiques publiques, sur leur évaluation, la fameuse accountability, l'imputabilité de gestion, et les politiques conduites en France participent de cette logique, en des formes propres à notre pays, mais y participent. Ainsi, les gouvernants s'orientent ou vers l'État régulateur ou vers des formes d'État stratège, voire vers un autre modèle, État autonomique, fédération, fédéralisation, etc., que l'on se trouve à Londres ou à Paris, au fond, à Stockholm ou à Madrid, on a quand même diffusion internationale, une espèce d'équation néo-managériale qui est au concret posée de la même manière, et les logiques d'action qui s'ensuivent convergent tout de même pour bonne part. Donc on est sur ce modèle, consistant à alléger le cœur de l'État central en déconcentrant, en déléguant, en affermant la mise en œuvre et la gestion, donc débureaucratiser, croit-on, l'appareil d'État, et orchestrer sa révolution copernicienne dans une culture professionnelle qui serait une culture qui passerait du faire soi-même au faire à d'autres. Et les fameux PPP, les partenariats publics-privés, sont typiques à cet égard. Ce basculement est bien sûr difficile pour les fonctionnaires, parce que ça heurte leur routine et leur tradition sédimentée, c'est évident. Sur un plan qui relève davantage de la sociologie politique, on peut relever aussi des convergences des logiques pratiques à l'œuvre dans les politiques gouvernementales placées sous la bannière soit de l'État régulateur, soit de l'État stratège. Et si on fait des comparaisons dont je vous ferai grâce entre les années Thatcher-Major et Tony Blair en Angleterre et les années Juppé-Jospin en France, au fond, et ensuite,
on observe des similarités tout à fait intéressantes. Donc, et je résume sur ce point, la stratégie conduite par les élites dirigeantes de l'État français de facto stratège dans les 2 dernières décennies a visé à l'avènement, sinon d'un État régulateur, du moins d'un État libéral. Alors, les figures de l'État libéral régulateur et de l'État libéral stratège ne s'opposent donc pas terme à terme comme on pourrait le croire. Elles ont plutôt tendance, quand on observe la réalité des processus, à conjoindre leurs effets. Plus avant, ces modèles jumeaux, et ce sera ma question suivante, ne succombent-ils pas à une vision tronquée de l'État? C'est mon point suivant, une vision tronquée de l'État, à la fois univoque et fonctionnaliste. Alors d'abord, une conception univoque de l'État, oublieuse de la réalité. Affirmer que l'État peut et doit être exclusivement ou principalement ceci ou cela, qui doit être stratège, ou qui doit être régulateur, ou qui doit être je ne sais pas quoi, c'est s'aveugler sur l'institution étatique. Cette méta-institution à la problématique unique, cette espèce de conglomérat institutionnel protéiforme, hautement différencié, avec des segments institutionnels distincts, voire rivaux, imbriqués chacun dans tel secteur d'action publique, qui est tout uniment un sous-monde social avec lequel les élites gouvernantes de ce secteur, de ce ministère, sont liées par des chaînes d'interdépendance complexes. L'État ministère de l'Intérieur n'a pas autant à voir qu'on le pense avec l'État ministère des Affaires étrangères et avec l'État ministère des Affaires sociales. Dès lors, croire que l'on puisse qualifier l'État en toute généralité d'un adjectif unique relève de la plus grande naïveté. Et ce d'autant plus que chaque secteur d'action publique, c'est-à-dire chaque morceau de la société et de l'économie d'un pays donné, répond à sa dynamique socio-historique propre, à laquelle l'État dans le secteur ne peut échapper. Je prends des exemples très brefs. Alors que dans les années 85-95 furent au total des années de retrait de l'État en France, eh bien le domaine de la santé publique, suite au fléau de l'épidémie à VIH-Sida et d'un certain nombre de scandales sanitaires, dont celui des hémophiles contaminés par le sida parce qu'on a fait des transfusions sanguines, donc il y a une série de scandales sanitaires, plus la vache folle, ça a été un scandale européen, etc. Tout cela a fait que l'État, en matière de santé publique, a connu au contraire une extraordinaire montée en puissance, qui se mesure par un quasi-décuplement des effectifs publics de la santé publique en France en 10 ans. J'ai travaillé, j'ai fait un bouquin là-dessus avec Jean-François Girard, un triplement des crédits d'intervention de l'État dans la santé publique, la création d'une kyrielle d'institutions et d'agences sanitaires nouvelles, et le triplement de la taille du code de la santé publique, c'est-à-dire l'ensemble des lois en 10 ans. Donc c'est une période où on me dit on est dans le retrait de l'État, et dans ce secteur précis-là, dans ce pays-là, on est sur le décuplement, je dis triplement, etc., de l'étaticité de ce secteur, ou de l'étatisation de ce secteur. Alors, grand Dieu, de quoi parle-t-on ? Cet exemple nous montre que l'on ne peut pas parler de l'État au singulier et en toute généralité, mais a fortiori affirmer que ces transformations contemporaines seraient univoques, qu'elles iraient toutes dans le même sens. De toute manière, ça n'est jamais le cas, les évolutions sociales, le grand Norbert Elias nous l'a appris, il y a toujours des ferments de contradiction aux évolutions qui se produisent en même temps que les transformations se produisent, et donc on ne peut pas dire qu'on cheminerait vers un modèle d'avenir cohérent. La seule chose qu'on peut dire de l'avenir, c'est qu'il sera toujours aussi incohérent que le présent. Donc l'État est composite, il est composite dans ses missions, il est complexe dans son fonctionnement, il est contradictoire dans ses stratégies et il le restera, c'est la seule chose qui soit sûre pour le futur. Même la théorie économique la plus abstraite fait droit d'ailleurs à cette diversité des fonctions de l'État, je vous l'ai dit, à la fois redistributeur, interventionniste, développeur et régulateur. Et de fait, ne rêvons pas, l'État restera longtemps encore entrepreneur, producteur et gestionnaire d'infrastructures et de biens publics, au sens de Buchanan. Dans un pays où il manque des autoroutes, où l'adduction d'eau est un problème, je pense là encore à la Bulgarie, non pas à votre beau pays où tout va bien, hein, l'adduction d'eau de Sofia est une catastrophe. Il faut encore 5 heures pour aller jusqu'à la mer Noire parce qu'il n'y a pas d'autoroute, etc. Je veux dire, bon, dans ce pays-là, il est nécessaire le besoin de l'économie de marché et davantage d'État, et pas moins d'État. Et un État
entrepreneurs et constructeurs et bâtisseurs de routes, de réseaux.